Pierre. Bonjour Gilles. Mais on est réunis aujourd'hui pour évoquer ton histoire, ton parcours, tout ça dans le cadre de Mémoire de Psy. Oui. Je suis très touché et honoré de partager ce moment avec toi. Ce qui nous réunit, c'est que nous sommes tous les deux psychologues. Et qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît depuis longtemps, tout à fait, depuis 17 ans, j'ai calculé tout à l'heure. Ce qui nous réunit aussi, c'est l'accompagnement de la personne âgée. Donc, toi, tu es psychologue depuis déjà un certain temps. Tu as fait tes études à Louvain-la-Neuve, c'est bien ça? Ah, tu me flattes, non, à Leuven. Louvain-la-Neuve n'était pas encore, en tout cas pas par la faculté de psycho. Donc c'était une des dernières facultés qui a déménagé c'est ça. Sur Louvain-la-Neuve. Oui, donc c'est il y a à peu près 45 ans. Ouais. Et suite à ces études, Ouais. tu as commencé directement par des consultations. Oui et non. J'ai commencé tout de suite à travailler comme psy, mais à l'époque, enfin moi j'ai fait de la psychosociale, je ne sais pas si tu sais ça. Donc j'ai aussi fait une formation, c'était à Liège, ça, au Centre de dynamique de groupe et d'analyse institutionnelle. Donc dès le départ, ma pratique a été une pratique de groupe en fait, que ce soit en thérapie de groupe ou en groupe d'animation ou en groupe à support. Et donc le début de ma carrière, c'était juste ici à côté, donc nous sommes à Malmedy, et c'était donc la clinique, l'hôpital de Malmedy se trouve juste ici à côté, et donc j'ai commencé ma carrière là, mes premiers stages là, et puis ma carrière là, dans un service de désintoxication pour alcooliques, et qui se faisait à l'époque uniquement à la clinique, et où on avait des groupes d'animation en fait, et des groupes à tâches aussi, et des training groups, enfin toute cette dynamique-là à l'époque qui était du travail de groupe, et ça se faisait donc à l'hôpital. Donc moi, ma pratique a d'abord été une pratique de groupe avant d'être une pratique singulière, une pratique de la consultation singulière, oui. Et donc ensuite, tu as été migré vers la création du centre des Hautes-Fagnes. Oui, donc ça c'est fin des années 70, début 80. Donc c'était déjà en fait les prémices qui se passaient ici à l'hôpital. Et donc ici on est où je consulte actuellement, mais vraiment tout est dans une géographie très proche. Le centre des Hauts-de-Fagne se trouve ici à 100 mètres, donc c'est un centre qui est un centre de post-cure avec tout un personnel maintenant, donc qui a pris son autonomie. Et en fait, j'y ai travaillé toujours en groupe, d'animation de groupe, puisque j'ai une formation à la Gestalt thérapie. Donc c'était des groupes en soirée, et des groupes assez aventureux, je vais dire, parce que on démarrait aussi, et c'était une latitude qu'on avait de pouvoir travailler comme ça, un petit peu avec les modalités qu'on avait l'envie d'implémenter. On avait beaucoup de latitude de le faire, mais donc on travaillait en soirée et parfois très tard dans la nuit, puisque on s'ajustait à ce qui nous semblait être à l'époque la culture aussi des personnes qui consommaient, les toxicomanes plutôt actifs en fin de journée, et donc les mobiliser aussi à ce moment-là, au moment aussi où peut-être parfois le manque était le plus important, donc de pouvoir être en adéquation avec ça, oui. Donc ce centre-là, il dépendait d'une ASBL qui s'appelle l'Espoir, et qui s'appelle toujours l'Espoir. Maintenant, ils ont pris leur autonomie, mais cette ASBL l'Espoir, c'est vraiment, dans les années 70, ce qu'on appelait les dispensaires d'hygiène mentale. Qui sont devenus après des centres de guidance et puis des services de santé mentale. Maintenant, c'est l'appellation service de santé mentale. Et donc, j'ai fait ma carrière totale, complète dans ce service-là, et avec des aventures très, très différentes au sein du service, donc qui n'ont pas été du tout rectilignes, mais qui m'ont permis oui, je fais ce geste parce que c'est de me développer, de m'élargir, de m'épanouir dans des directions vraiment, vraiment très, très différentes. Et c'est plutôt tardivement, quand je dis tardivement, pour moi c'est il y a 25 ans, donc j'avais déjà une vingtaine d'années de carrière, que j'ai eu un intérêt plus particulier pour les personnes âgées, oui. Voilà. Et justement, il est arrivé comment en fait? Comment tu as pu construire petit à petit cette clinique de la personne âgée? Comment c'est venu en fait cette idée? Oui.
la réponse que je donne, parce qu'on me l'a souvent posé cette question, la réponse que je donne la plus commode, c'est de dire que à l'époque, les services santé mentale, ben, quand on faisait, moi je ne sais plus pourquoi j'étais chargé de faire les statistiques de fréquentation, pas tout à fait ce que je fais de mieux, tout ce qui est calcul, mais bon voilà, on essaie de voir le pourcentage de la population qui consultait en fonction des classes d'âge, et je constatais qu'au-delà de 60 ans, ben, il y avait très peu, 1 ou 2% de personnes qui consultaient. Donc à l'époque, je m'interrogeais aussi sur la raison, et la raison était, enfin celle que j'ai en tout cas pensée, c'est que à l'époque, la culture n'était pas celle de consulter pour les personnes âgées. Donc, ils n'avaient pas dans leur culture de consulter un psychologue, ou alors c'était encore psychologue associé à folie, à psychiatrie, à je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Mais plus largement, je pense aussi que, dans l'autre sens, la psychologie et les psychologues ne s'intéressaient guère aux personnes âgées. C'était aussi quelque chose qui n'émergeait pas encore, qui n'était pas un sujet de préoccupation ou d'intérêt chez les psychologues. Et d'ailleurs, les premières années, quand j'ai commencé, c'était une surprise pour mes collègues qui me disaient « Ah bon, tu travailles avec les personnes âgées ?» Et c'est pas trop compliqué. Enfin, l'air de dire, ça doit être désagréable, c'est limite embêtant. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien raconter? Donc, un désintérêt, mais motivé par le fait que voilà, qu'est-ce qu'on peut bien faire avec des personnes âgées, comme si aussi l'idée était que ben voilà, il n'y avait plus rien à entreprendre, il fallait faire les choses avec les enfants, avec les ados et les adultes, mais avec les personnes âgées, enfin, les choses les carottes sont cuites, il y a plus d'enjeu, donc quel est l'intérêt? Et puis on m'a demandé, est-ce que tu as vraiment choisi? Donc c'était vraiment quelque chose d'assez étrange. Donc il n'y avait pas de collègues qui faisaient ça. Je ne connaissais pas de psychologue qui s'intéressait aux personnes âgées. Donc c'était vraiment quelque chose d'un peu terra incognita au départ. Ben voilà, je me suis dit, mais oui, mais ça c'est mon histoire personnelle aussi, je ne sais pas si tu vas l'évoquer, mais qui fait que moi j'avais une forme d'aise, une forme de bien-être, de facilité. C'était pas quelque chose de compliqué de me mettre en contact avec des personnes âgées, donc c'était quelque chose de fluide et de naturel. Donc j'avais ça, je n'avais pas un outil à fabriquer pour être en communication avec les personnes âgées, c'était là déjà. Et donc, j'ai eu cette facilité par la suite de développer le travail psychologique alors avec les personnes âgées, au sein du service où j'étais. Tu parlais tout à l'heure de ton histoire personnelle. Qu'est-ce qui explique ton appétence pour la personne âgée, la clinique? Parce que c'est quelque chose de tout à fait singulier déjà à notre époque. Ça l'était encore plus il y a 25 ans. Donc moi, je viens d'une famille nombreuse. Je suis le plus jeune, la Raouette, comme on dit ici. J'ai des sœurs, uniquement des sœurs, et j'ai été élevé par des femmes en fait, et aussi par des femmes âgées. La plupart des personnes de ma famille, les figures, enfin les tantes, marraines, etc., elles étaient souvent déjà veuves. Et il y avait en particulier une personne qui m'a beaucoup marqué. Donc on est dans les années, fin des années 50, début des années 60, je suis tout petit, et ici Amal me dit, bon, on vivait dans une maison qui avait été épargnée par les bombardements, mais qui était un peu branlante, et elle était occupée par une personne qui devait avoir déjà 80, et une rescapée vraiment de ces bombardements, qui avait tout perdu, sa maison s'était effondrée, et donc elle habitait là. Et nous, on habitait là aussi, et je ne sais pas encore la raison pour laquelle nous habitions ensemble, mais donc c'était comme un habitat kangourou, parce qu'elle habitait au premier étage, nous avions le rez-de-chaussée, le jardin, le deuxième, et les combles, une très vieille maison, mais elle était là au milieu, au centre, et donc moi étant le plus jeune, mes sœurs allaient à l'école, et moi je restais souvent avec elle. Et il y avait là, chez cette personne, chez cette femme âgée, comme une disponibilité, comme une forme de sollicitude, de bienveillance, et en sorte que je pouvais vraiment me déployer dans un théâtre, en fait, dans un espace où elle était d'une bienveillance extrême, comme pourrait le faire un analyste qui est témoin de quelque chose et qui n'interprète pas, qui dit c'est là, comme un témoin curieux.
Et donc, moi, je me suis rendu compte que par la suite, c'est moi qui devenais le témoin curieux de personnes qui pouvaient être comme l'avait été cette personne avec moi. Je l'appelais Mimoine. Donc, il y a un nom très, très, très fort pour moi. Et un lien encore très fort, elle m'habite toujours. Et donc, c'est comme un contre-don aussi par rapport à ce que j'ai reçu de façon très, très précoce dans ma vie. Je suis comme à rendre ce cadeau que j'ai reçu. Voilà. C'est naturel en fait de travailler avec enfin d'accompagner plutôt, parce que encore aujourd'hui je ne pense pas que c'est un travail, c'est bizarre à dire, mais... Oui. Quelle est la différence pour toi entre travail et accompagnement? Mais les deux vont ensemble, mais je pense que le travail est un travail d'accompagnement, mais dès lors que j'y suis d'une façon naturelle, je n'ai pas le sentiment d'être dans une posture ou de devoir être en situation de travail. Bien sûr, à partir du moment où j'ai une clinique, j'ai développé une clinique, à ce moment-là, des outils arrivent, mais je pense que d'abord, ce n'est pas un travail. Et curieusement, donc je suis retraité depuis 4 ans maintenant. Et on me dit, tu travailles toujours? Et je réponds très volontiers, je ne travaille plus, je prends du plaisir. Je retrouve ce plaisir précoce et qui est identique à celui que j'avais quand j'ai commencé, avec les responsabilités de la service de santé mentale en moi, évidemment, hein, puisque je fais les choses comme je l'entends aujourd'hui. C'est précieux aussi, oui. Donc, pour revenir au service de santé mentale aussi, tu développes une clinique adulte, tu commences à te prendre conscience qu'il y a peu de personnes âgées, oui. Et donc tu te lances dans quelque chose, dans une clinique finalement, où il y a peu de références finalement, et tu dois créer, il y a tout à créer oui. quelque part. Comment est-ce que tu t'y es pris et comment... Je m'interroge encore aujourd'hui sur la façon dont je m'y suis pris, parce qu'en effet, il y avait de la littérature un petit peu, de la littérature plutôt analytique hein, sur le sujet âgé, des choses de ce genre, très peu de littérature scientifique, mais peu de pratique en réalité. Donc il y avait des choses qui étaient écrites, mais peu de pratique. Donc il a fallu... Bon, j'étais un ignorant. Complet, enfin, sauf par rapport à ce que je viens de dire, j'avais un vécu, mais pas de pratique structurée. Et donc il a fallu aussi, et d'abord me dire, mais je fais quoi et comment. Donc c'est pour ça que je pense que dès le départ, il m'est venu comme une évidence de considérer les personnes âgées comme des adultes à part entière, puisque j'avais une clinique avec les adultes, ils sont juste plus adultes, plus âgés que d'autres adultes, mais ils continuent d'en être. Donc ça, c'était une évidence. Mais alors, de développer aussi, de dire, mais comment on fait? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'il y a et donc, je suis parti à la découverte de ça. Et alors, comme je suis dans un petit réseau ici à Malmedy, au point de départ, ben, il m'est venu tout de suite l'envie et le besoin aussi de partager avec d'autres cette préoccupation ou cet intérêt. Donc tout de suite, on a commencé à travailler les uns avec les autres en réseau. Donc qui travaille avec les personnes âgées? Eh bien, ce sont les aides familiales, ce sont évidemment les maisons de repos, tous les services d'aide à domicile, les médecins généralistes, etc. Et donc dès le départ, on s'est interrogé sur ce que c'est la santé mentale. Donc on a créé des groupes de réflexion et puis des groupes de formation, finalement d'auto-formation, puisque on s'est mutuellement informé, développé, essayé de voir les particularités, même au niveau, déjà à l'époque, soins palliatifs. Donc on a vraiment développé ça, des formations mutuelles. Mais c'était compliqué parce que longtemps, j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur. J'avais l'impression que je validais une forme de clinique et en même temps, je ne pouvais pas la valider par rapport à des lectures ou des pratiques qui existaient. Il n'y en avait pas. Donc c'était un peu du bricolage empirique. Et en même temps, au fil du temps, des validations, des confirmations que ce sont des bonnes pratiques, qu'on pouvait les développer, les implémenter, qu'elles fonctionnaient bien.
Oui, il y a une validation par les personnes accompagnées, mais une validation également par le réseau avec lequel Oui, tu collabores, donc le réseau, les services d'aide familiale, services oui, d'aide oui, oui, à domicile, les familles également, oui, quoi. oui, Il y a eu toute une expérience, en tout cas, oui, qui petit à petit a cheminé et vous a amené à un moment donné à vous dire, bah, tiens, on est en train de créer quelque chose au niveau du service de santé mentale. oui, Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi créer un cadre? oui. Euh, le cadre, donc j'en avais un qui était le service de santé mentale, mais un petit service de santé mentale, et où j'en ai encore la gratitude aujourd'hui évidemment, mais l'occasion et l'opportunité de développer les choses, vraiment, on me disait Pierre, fais-le, vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux. Donc ça, c'était quelque chose de précieux, parce que ce n'est pas dans tous les services de santé mentale ou dans toutes les structures où il y a un projet plus global qui est défini et qui est implémenté. Et ici, c'était plutôt du bottom-up, quelque chose où on crée quelque chose un peu ex nihilo et qui fonctionnait et qui répondait à un besoin. Et donc petit à petit, ça a percolé dans un réseau d'abord local, puis régional. Et donc en effet, il y a eu des groupes, notamment, je pense qu'il existe toujours, enfin j'en suis même certain, un groupe de réflexion sur les pratiques de réseau, donc qui existe depuis 25 ans, 30 ans, et qui était justement de voir comment on travaille les uns avec les autres en complémentarité, en articulant les offres de soins, de services, donc à une échelle micro-locale et puis régionale, et puis tu connais la suite, qui s'est vraiment développée de façon beaucoup plus importante. Et donc aussi avec une validation au fil du temps, avec l'appui du CRESAM, l'appui d'autres services et puis l'appui de la région wallonne. Ça n'a pas été quelque chose de facile d'avoir comment dire, un subside concernant donc le travail avec les personnes âgées qui soit récurrent. On a travaillé des années avec des subsides facultatifs. C'est très bien, c'est très bien ce que vous faites, mais bon, voilà. Et puis il y a une reconnaissance et finalement une subsidiation dans le long terme. Et je n'ai pas très bien la mémoire des dates, mais je pense qu'il y a une bonne vingtaine d'années que donc, ce qu'on appelle maintenant l'initiative spécifique personnes âgées a été créée ici à Malmedy et a servi un peu de modèle ou de prototype à d'autres services de santé mentale qui ont aussi créé des initiatives de ce genre. Oui. Oui, oui. Ça a demandé de l'investissement, j'imagine, de ta part, en temps, en énergie, pour créer aussi ce cadre que sont les ISPA. Il a fallu se battre, j'imagine. Oui. Je ne mettrai pas ce mot-là. Oui, il a fallu se battre, mais il faut être créatif. J'aime bien ça, j'aime bien. Je pense que un de mes ressorts à ce moment-là était aussi de ne pas m'engoncer ou de ne pas être figé dans une pratique qui soit d'avoir un carnet de consultations rempli et voilà, donc d'essayer de travailler pas en vase clos et puis d'innover aussi, de faire des choses. Donc moi, c'est un peu mon ADN, c'est la créativité, la curiosité, et donc je pense que ça m'a porté. Donc j'ai l'impression à ce moment-là, enfin c'est un peu singulier à dire, mais que quand on est curieux et qu'on pense qu'on peut découvrir des choses, les portes s'ouvrent. Donc je n'ai pas à me battre, mais j'ai plutôt l'impression que les propositions me viennent de faire des choses. Et ça, enfin, quand on a un niveau plus méta, évidemment, qu'il y a des enjeux à défendre, et on en a défendu, tu peux le placer pour le savoir, pour essayer de faire en sorte que, par exemple, quand on a eu la réforme des soins de santé mentale, donc ici récemment, où il s'agissait de développer aussi au départ, donc en fermant des lits dans les hôpitaux psychiatriques, enfin les gelants plutôt, de développer des pratiques de santé mentale un peu innovantes. Il était question aussi de développer des équipes mobiles pour les adultes. Moi j'étais sidéré, donc j'ai participé à la formation de ces équipes, que le fédéral considérait que les adultes c'était jusqu'à 65 ans. Et que donc on était toujours à considérer les personnes âgées comme n'étant pas des adultes. Oui, mais non, c'est jusque 65 ans. Et donc quand viendra l'équipe personne,
Est-ce que les personnes âgées sont des adultes comme tout le monde? Alors on a créé, ben non, non, manifestement pas considérés comme tels. Et puis on a fait les équipes pour les enfants, hein, et puis on est toujours à voir. Enfin, ce sont des modalités qui sont encore très floues, je trouve, et très peu définies concernant l'accompagnement des personnes âgées. Donc on est encore en train, alors je reprends ton terme, de se battre pour ça. À ce niveau-là, au niveau fédéral et même régional, il y a des gros enjeux qui ne sont pas encore tout à fait performants. Pour clôturer cette partie, alors tu as aussi développé une clinique de l'adolescent, hein, tu vois toute une série d'adolescents. Est-ce que tu vois des similarités entre l'accompagnement de la personne âgée, de l'adolescent aujourd'hui? Oui. Oui, c'est pour ça que j'ai toujours gardé ici même une clinique des ados, parce que je trouve que, donc ça c'est des réflexions que je fais, mais c'est des moments existentiels importants. Et ce moment-là de l'adolescence, qui est donc aussi les enjeux d'entrer dans la vie active, et de donner une forme un peu plus achevée, plus mature à son histoire. Donc c'est un enjeu d'entrer dans quelque chose, dans une société qui est quand même bien squattée aussi par les adultes lambda, et l'écho que ça peut faire aussi chez des personnes qui sont au terme de leur vie active, donc le lien, c'est les ados qui disent je n'y suis pas encore, et les personnes qui sont plus âgées qui disent je n'y suis déjà plus. Donc c'est qui fait partie, les enjeux sociétaux, comment faire partie quand on est ado, et comment ne pas être mis sur le banc ou sur l'écart une fois qu'on est âgé, puisque on sait qu'on peut être âgé maintenant pendant fort longtemps, et que voilà, bref, ça se fait écho pour moi. C'est ça. Alors, la clinique avec l'adulte âgé, Oui. tu as parlé tout à l'heure de spécificités. Finalement, quelles sont-elles, selon toi? Déjà, je pense, je parlais de curiosité, mais déjà, la première des choses, c'est peut-être de traverser l'idée toute faite qu'il n'y a plus d'enjeu. Donc, que la dynamique d'une personne âgée n'est justement plus une dynamique. Donc, je me porte à faux, bien sûr, par rapport à cette perception, puisque je vois qu'il y a toute une dynamique, même si la dynamique, elle est moins donnée à voir. Elle est plus sur un théâtre intérieur, mais les enjeux sont vraiment très importants. Et donc, comme c'est un peu plus caché, et comme il y a aussi des figures de dépendance physique qui apparaissent, on pense que les soins aux personnes âgées, on parle de soins à ce moment-là, ce sont des façons d'accompagner la dépendance. Donc de pallier la dépendance et de répondre à tous les besoins de la dépendance. Et donc c'est une vision qui voit l'avancée en âge comme une accumulation de pertes. Et donc on ne voit pas les ressources ou les nouveautés qui peuvent apparaître. Parce que dans ma perception et dans ce que maintenant je pense c'est quelque chose qui est partagé, il y a des choses qui apparaissent avec l'âge et qui ne peuvent pas apparaître avant d'être âgé, et qui sont des nouvelles choses et qui sont aussi des enjeux existentiels qui doivent prendre forme donc les enjeux, bon, plus on avance en âge, qui sont les enjeux aussi de l'être au monde, du sens de la vie, de la finitude aussi, du terme de la vie, de qu'est-ce que ma vie a été, qu'est-ce qu'elle peut être encore, et tout cet enjeu-là, il est parfois un peu escamoté, puisque on a dans notre société beaucoup de difficultés à entrevoir ou à laisser une place à ça, puisque, en caricaturant, pardon pour les caricatures, mais donc on en revient souvent à pallier à la dépendance et à l'occupationnel, et donc pas à une dynamique propre qui permette effectivement à la personne âgée d'être un adulte à part entière. Voilà. Alors, autre particularité, c'est la mobilité.
hein, que tu as développé dans le cadre de l'ISPA, Oui, Malmedy oui, notamment, l'intervention sur les milieux de vie, tu utilises le terme de territoire de l'intime oui, pour évoquer ça. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre justement quand on arrive comme ça au domicile d'une oui. personne qui n'est pas le bureau dans lequel on a été, hein, que le cadre classique Oui, finalement de la consultation pour lequel on a été formé oui. d'ailleurs. Mais d'abord, oui, quand on veut développer une clinique de la personne âgée, de l'âgé, il faut aller où il se trouve. Donc, il ne suffit pas à un service santé mentale de dire, ah ben voilà, vous pouvez venir, hein. Oui, sauf que dans un milieu rural, on ne sait pas se déplacer, on ne sait plus conduire une voiture, il n'y a pas nécessairement de bus, il n'y a pas de métro, évidemment, il n'y a rien de tout ça. Donc, la question de la mobilité, qui va être, on parle de service ambulatoire, mais qui est l'ambulant? Est-ce que c'est toujours le patient? Non, ici, il faut un peu inverser. Et donc, c'est une proposition qui est faite dès le départ à aller vers, et donc à aller sur les territoires, aller sur les lieux de vie. Où sont-elles? À domicile ou en maison de repos? Donc, une partie, évidemment, on ne va pas empêcher les personnes qui ont envie et qui ont la capacité de venir consulter au centre, tant mieux, mais beaucoup d'entre elles n'ont plus la capacité, sont isolées, ne sortent plus de chez elles ou sont tout simplement en maison de repos. Donc on va sur ces lieux de vie, ces différents lieux de vie, et donc la particularité aussi d'aller sur les lieux de vie, c'est d'adapter une clinique où on porte son cadre en soi. Et il y a une grande richesse à aller sur les lieux de vie parce que il y a toute une géographie de l'intime. Si je suis ici, je n'ai pas l'intime de la personne. Si je suis sur son territoire, que je vais chez elle, dans sa maison, où il y a son chat, où il y a quelque chose qui cuit, où il y a les cadres, il y a enfin, la famille, les photos de famille, les objets qui ont été signifiants. Toute cette géographie-là, je vais m'y introduire avec précaution. C'est délicat, c'est une géographie subtile, mais je vais aussi pouvoir m'appuyer sur tout ce cadre-là qui est donné à voir. Il y a des choses qui sont données à voir et qui me racontent l'histoire de la personne et sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer aussi pour évoquer, pour que la personne puisse évoquer ce qu'est sa vie ou ce qu'elle a été, parce qu'il y a un condensé d'histoire, il y a un condensé de souvenirs, simplement, y compris dans les maisons de repos, où on y trouve que parfois que quelques reliquats, quelques vestiges de ce qu'a été la vie de la personne, mais les quelques vestiges qui arrivent en maison de repos, eh bien, sont des vestiges signifiants, très signifiants. C'est des choses qui ont beaucoup d'importance. Donc ça suppose une forme d'aisance quand même pour porter son cadre en soi. Ce n'est pas une chose facile, hein, pour ne pas se laisser non plus prendre par le temps. Enfin voilà, c'est parfois un peu chronophage en termes de déplacement, mais c'est très riche et ça permet aussi d'être dans un cadre où la personne est en sécurité. C'est moins perturbant que d'aller consulter un psychologue dans un service, oui. Oui. Autre singularité, le travail en réseau qu'on a déjà évoqué tout à l'heure un petit peu, la collaboration avec les familles. Comment justement tient-on son cadre, le secret professionnel? Comment est-ce qu'on va intégrer tous les services d'aide aux familles, les médecins généralistes dans cet accompagnement-là? Oui. Donc là, s'il est question du secret professionnel ou de ce qu'on pourrait appeler le secret professionnel partagé, oui, ça pose quand même beaucoup de questions au niveau à la fois déontologique mais aussi éthique. Donc pour moi, c'est chaque fois la question de qui est propriétaire. Donc je pense que la personne âgée est sujet d'elle-même. Mais ce n'est pas que des mots, ça veut dire que à partir du moment où je vais voir une personne, elle vit en couple par exemple, hein, je vois madame, mais je ne vois pas monsieur, mais monsieur est là. Mais avec madame, je vais convenir de ce qu'on fait et je vais parfois devoir dire à monsieur, allez faire un petit tour. Mais avec bienveillance, je ne l'exclus pas, je ne dis pas, voilà. Donc il y a une espèce de jeu qui se fait ou d'adaptation du cadre et puis intégration aussi, de dire à partir de quand est-ce qu'on fait des concertations, des réunions, avec qui, mais la personne qui reste maître
si je puis dire, du jeu, c'est la personne âgée elle-même, puisque je tiens très fort à ce concept d'autonomie de la personne âgée. Alors tu as écrit un livre sur l'accompagnement des personnes du très grand âge et dans lequel tu nommes, tu appelles les adultes âgés les arpenteurs du temps, très poétiquement d'ailleurs. D'où vient ce mot, cette expression-là? Oui. D'abord, j'étais très surpris d'écrire un livre, je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas le projet d'en écrire un. C'est quelque chose qui m'est venu. J'expliquais tout à l'heure que les choses me viennent. C'est quelque chose qui m'est venu. C'est Karine Rondia, qu'on connaît ici à Psimage, qui m'a dit Pierre, tu peux écrire, ce serait vraiment chouette que tu écrives. Donc j'étais en train de commencer à traverser le syndrome de l'imposteur. Je me dis j'ai donc quelque chose à dire. Elle me dit oui, mais fais-le de façon très empirique, ne t'inspire pas de lecture, fais une remontée de ce que tu as comme perception et comme pratique. Et donc cette perception, c'était au cœur de cette perception la notion d'arpenteur, une notion dynamique de dire que les personnes ici en l'occurrence du très grand âge, sont des grandes voyageuses dans les temporalités, dans toute l'épaisseur de leur existence, dans tout ce qui peut constituer les strates de ce qu'elles ont vécu, et non qu'elles n'ont de cesse que d'y voyager et d'aller à l'intérieur de ces différentes époques de leur vie, d'aller chercher ce qu'on pourrait appeler la substantifique moelle, d'aller essayer de dire mais qui suis-je vraiment? Donc c'est l'enjeu de la finitude aussi, c'est l'enjeu de pouvoir assumer, de pouvoir faire la somme dans ce sens-là, assumer, faire la somme des pertes et profits, de voir mais qu'est-ce qui a été ma vie? Et alors c'est là où le travail de santé mentale peut aussi prendre forme, c'est quand on est le témoin curieux, on voit que ce sont des arpenteurs qui vont voyager et qui vont, parce que quelqu'un les écoute vraiment, développer des choses par rapport à leur histoire. On est souvent dans la perception des personnes âgées qu'elles radotent, qu'elles racontent toujours la même chose. Hein, entre soignants, on se dit « Ah, elle t'a raconté ça ?» « Ah ben oui, ben moi aussi. » Donc on a l'impression que ce sont des redites. Oui, ce sont des redites, mais si on écoute vraiment bien les redites, on s'apercevra que ce qui est formulé n'est jamais la même chose. Que dans les redites, il y a un retravail de la mémoire, il y a un aménagement de la mémoire, peut-être on peut appeler une façon de réenchanter la mémoire, et ce travail de réenchantement, par exemple, c'est un travail justement existentiel, de dire mais qui ai-je été ? Donc il y a parfois des petits compromis avec la réalité. De toute façon, une mémoire qui fonctionne bien, on ne parle plus des personnes âgées ici, est une mémoire qui est toujours réenchantée, elle n'est jamais complètement fidèle, mais le besoin de la réenchanter, de la retransformer est quelque chose d'absolument nécessaire. Tout comme l'oubli est nécessaire, parce que la mémoire, elle ne peut se construire que sur fond d'oubli. Donc c'est tout ce travail-là, qui est un travail dynamique, mais qui nécessite qu'il y ait quelqu'un qui l'écoute. Donc un témoin curieux qui va nettoyer ses oreilles du déjà su et être dans une posture d'accueillir l'improbable, ce qui peut surgir. Et effectivement, à ce moment-là, surgissent des choses qui sont improbables, inattendues. C'est comme l'autre sujet un peu plus délicat, celui de la finitude de la mort. Par exemple, en maison de repos, c'est un sujet qui est paradoxalement peu abordé. Et quand une personne âgée essaye d'aborder ce thème, de dire autour de la mort, elle le fera d'une façon conventionnelle, c'est-à-dire de dire ah ben quand je ne serai plus là, ou bien il m'a oublié, celui-là là-haut, des choses de ce genre. Et la réaction habituelle face à ça est une forme de petit malaise, de dire « Oh, mais il ne faut pas parler de ces choses-là. Oh, mais vous avez encore une bonne santé. Oh, mais ce n'est pas le moment. Oh, mais on va aller à l'animation. Enfin, parlez pas de ça. » Or, c'est à travers des petits indices comme ceux-là que la personne âgée va choisir la personne avec laquelle elle va pouvoir aborder ces thèmes-là. Et si on peut ne serait-ce que soutenir, de dire « Vous parlez de ça? Ah bon, vous songez à ça ? Vous avez vraiment l'impression qu'il va vous oublier? Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là? » Donc on porte alors cette parole-là, on la soutient, ça c'est accompagné, ça c'est être curieux, ça c'est entendre ce qui est dit et ne pas le mettre sur le côté.
ne pas le mettre hors champ. Donc je pense que c'est ça qui est souvent opéré dans l'accompagnement des personnes âgées, c'est de les mettre hors champ. On a un projet, et ce projet-là, on doit l'aboutir, on doit faire en sorte qu'elle ne mange pas, parce qu'elle est, enfin, pardon pour la caricature, mais elle est diabétique, donc on va lui mettre en régime adapté. Donc parfois, on l'hétéronomise un petit peu trop, on sait un peu trop pour elle ce qui lui convient et ce qu'elle doit faire. D'où la réticence de personnes âgées à aller en maison de repos, parfois parce qu'elles ont la crainte qu'elles ne soient plus autonomes au sens de sujet d'elles-mêmes, capables d'approcher, de savoir pour elles-mêmes ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas, de manger avec des tartines sans croûte ou avec croûte ou je ne sais quoi d'autre, mais enfin voilà, d'être encore dans des choses aussi triviales que celle-là, en possession d'elles-mêmes, autonomes dans ce sens-là, oui, voilà. Tu évoques la mort, tu as accompagné, enfin tu accompagnes des personnes du grand âge dans la vie, également dans la mort, dans leur fin de vie, oui. Dans leur fin de vie. Est-ce que la conscience, de ton expérience, est-ce que la conscience qu'ont les personnes de leur finitude les amène à vivre différemment leur vie? Oui. En quoi? Parce que si le thème parce qu'elles savent qu'elles vont partir. Enfin, quand on est âgé, on sait qu'il ne reste plus. Donc, on est dans cette nécessité de se dire comment est-ce que je vais quitter cette vie. Mais si je n'ai pas la possibilité d'en parler ou de projeter d'une certaine façon, c'est pas morbide, hein, c'est simplement que cette réalité-là soit entendue comme une réalité. Dès que c'est le cas, dès qu'il y a une possibilité d'en parler, il est aussi possible de revenir au présent. Mais quand on est porteur d'une angoisse par rapport à ce qu'on va devenir et qu'elle n'est pas soutenue, elle n'est pas élaborée, on est tout le temps dans cette angoisse du devenir et de la mort. Si elle est nommée, on peut revenir à des choses qui sont plus actuelles et vivre encore, se projeter encore dans quelque chose. C'est cet enjeu existentiel. On allume les phares longue portée, on va dire ainsi, mais du coup, on peut revenir au présent. Et on regarde aussi dans le rétroviseur hein, quand on est une personne âgée. Oui. Mais c'est tout ce feuilletage des temporalités qui, dans un instant T, peut surgir dans le présent d'une relation. Toute cette épaisseur des temporalités. C'est pour ça que je parle d'arpenteur, parce qu'elle traverse toutes ces temporalités, elles en sont porteuses. Et tu prends d'ailleurs souvent l'image des poupées russes pour illustrer... Oui. Chaque vie s'emboîte peut-être de façon moins harmonieuse que les matrioshkas, que les poupées russes, mais néanmoins, il y a, quand on peut regarder une personne, même qui est délitée, même qui est je prends la caricature d'une entrée dans le repos, la personne est un peu affalée dans son fauteuil. En fait, si on peut la voir comme étant porteuse, on peut voir que, à travers elle, je dirais comme ça, tous les âges de sa vie, elle était une ado, elle était un bébé, elle était une mère de famille, une jeune mère, et tout ça est là. Tout ça est là, il y a quelque chose à percevoir de toutes ces dimensions-là à l'intérieur de la personne, oui. Oui. Pour terminer sur cette partie, peut-être une dernière chose sur la notion de réciprocité dans la relation avec l'adulte âgé quand on intervient notamment en milieu de vie. C'est quelque chose d'important pour toi, je sais. En quoi c'est fondamental dans la construction de la relation, justement? C'est don contre don. Je reçois beaucoup. Et si je ne laisse pas le contre-don exister, rien ne se passe. Donc il faut que la personne puisse me nourrir littéralement et que je puisse me dire ah bon et recevoir quelque chose pour pouvoir donner aussi. Donc à un moment donné, je ne sais plus qui donne et qui reçoit. Parce que l'échange est équilibré et qu'il y a quelque chose. Donc la curiosité, au fond, quand je parle d'être témoin curieux, ça veut dire que j'apprends vraiment beaucoup de choses, je reçois vraiment beaucoup de choses. Et il y a des personnes dont pour lesquelles j'ai eu des accompagnements de longue durée, de longues années,
il y a quelque chose d'elles qui m'ont transformé et que je porte en moi. Donc il y a quelque chose de vivant de ce qu'elles sont et qui est amalgamé à moi. D'ailleurs, j'ai encore souvent l'occasion de donner des conférences, et puis le matin, quand je prends ma voiture et que je vais je ne sais où, je me dis mentalement, allez, qui vient avec aujourd'hui? Et donc je les ai perchés là, et puis c'est un peu une image, mais c'est des voix qui me disent, oh, moi je viens parce que tu vas parler de ça et tu sais bien, voilà. Donc elles me nourrissent, elles sont là, elles sont avec moi. Donc ça veut dire que j'ai quelque chose qui s'est déposé en moi. C'est don contre don, il y a une réciprocité, et cette réciprocité fait que enfin, c'est la difficulté toujours quand on dit, mais laissez-vous faire, c'est pour vous. Et moi, je ne sers plus à rien, je ne peux plus rien transmettre. Revoilà le mot de transmission. Donc oui, je me laisse enseigner, oui, j'apprends, oui, je reçois. Donc autant peut-être que je donne, si pas plus. Oui. Alors on va arriver maintenant à la troisième partie, des questions plus... la première que j'ai envie de te renvoyer, c'est que tu es malmédien. Oui. Tu es né à Malmedy. Oui. Tu as habité à Malmedy. Oui. Comment fait-on pour être psychologue comme ça, sur un territoire où les gens te connaissent, t'ont peut-être connu plus jeune, ont peut-être connu tes parents, ta famille. Voilà, je pense au respect du secret professionnel, mais aussi à la neutralité. Comment est-ce qu'on peut, ou quelles balises on doit mettre en place pour exister et pour pouvoir faire son métier de psychologue? Je n'ai pas une réponse tout à fait achevée à cette question. Je pense qu'il y a pas mal d'avantages. J'ai quand même la chance d'avoir eu des parents dont l'honorabilité n'était pas mise en doute. Donc, quand je travaille avec des personnes âgées qui ont connu mes parents, ma maman, ah, c'est le fils de, ou la fille de, enfin le fils, ma maman, elle est, ah bon, etc. Donc, ça facilite le lien parce que, ben voilà, il y a une communauté ici, c'est une petite ville et les gens se connaissent. Donc, ça, c'est facilitateur. Néanmoins, à partir du moment où c'est facile au début, ça peut devenir compliqué. À partir du moment où le lien, donc j'essaie de le protéger du mieux que je peux. Ça m'oblige parfois, puisque je croise très très souvent, je n'ai qu'à sortir encore tout à l'heure, ici je croise un patient, donc je les avertis que quand je ne suis pas censé les connaître autrement que par le travail que je fais, je ne les saluerai pas en ville. Je ne les saluerai pas quand je les croise au supermarché. Ce sont des choses qui appartiennent qui nous appartiennent, mais parce que sinon, ben voilà, tu vas voir Paul Gobier. Ah, tu le connais? Tu vas chez lui? Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut essayer de protéger. Mais c'est un avantage parce qu'au fil du temps, on crée aussi avec les professionnels, avec les médecins, avec les services d'aide, une grande proximité, et une familiarité aussi. On se connaît, on a l'habitude de travailler avec les uns avec les autres. Donc cette habitude est une facilitation vraiment importante. Oui. Alors, une autre question sur la spiritualité. En accompagnant les personnes du grand âge, dans la vie, dans la mort, viennent également, j'imagine, toute une série de questions par rapport aux croyances, aux convictions religieuses ou philosophiques. Quelle est la place de la spiritualité dans les accompagnements que tu proposes? Bonne question. Je ne sais pas si... Il y a une dimension spirituelle, je veux dire, qui est la mienne, je veux dire, je ne l'évoque pas en tant que telle, mais en étant porteur. Donc il y a des personnes qui se risquent à me parler de... Enfin, je pense à des personnes qui ont des convictions religieuses assez affirmées, mais qui peuvent, par exemple, partager leurs doutes. Je ne sais pas moi, je pense à un prêtre qui me dira j'ai quand même de sérieux doutes, hein. Mais il ne peut pas le dire à ses pairs parce que c'est quelque chose qui ne va pas être entendu pour
pour ce que c'est pour un doute. Donc partager le doute, c'est peut-être aussi une façon d'être porteur de cette dimension-là. Maintenant, j'ai mes propres convictions, je les porte et je pense que c'est toute cette question existentielle aussi, presque métaphysique, ici en l'occurrence, de dire mais est-ce que la vie s'achève et qu'elle s'achève vraiment définitivement ou est-ce qu'elle se transmute en autre chose et là, les convictions... Donc, effectivement, dans les projets de soins anticipés, ce qu'on appelle maintenant les projets de soins anticipés, il y a un volet où on peut aussi aborder ce genre de choses et mettre en place des choses par rapport à la croyance qu'on a. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce niveau-là parce que ça reste encore assez tabou. Mais ce n'est pas le métier du psy, mais quand même, son métier d'entendre ce genre de choses aussi. Mais il n'est pas conseiller spirituel. Oui. On a évoqué la transmission. Oui. Tu as été vecteur de transmission vis-à-vis des personnes que tu as accompagnées. Aujourd'hui, tu transmets toi à des jeunes intervenants psychosociaux, il y a les psychologues et puis il y a aussi tous les autres. Est-ce qu'il y a une posture particulière, qui est celle de transmettre comme ça son savoir-faire à d'autres? Une posture, non. Une envie, oui. Mais une posture, non. Parce que il peut y avoir une lassitude dans la répétition. Si on me demande toujours de parler de la même chose, je peux avoir aussi une forme de lassitude. Mais si je peux aborder autrement, d'une autre façon, ça m'intéresse toujours de pouvoir utiliser d'autres supports de la transmission. Par exemple, en ce moment... Bon, j'ai fait des conférences, des machins, des formations, tout ça, mais j'ai plus envie de transmettre autrement. Et j'ai fait jadis une formation en art dramatique au conservatoire et j'ai joué. Et j'aimerais bien transmettre maintenant en utilisant ce support-là, ce véhicule-là, d'être là où on ne m'attend pas, mais de venir avec ça. En étant justement habité par les personnes que j'ai accompagnées, mais en faisant via un support plus théâtral, plus théâtral, quelque chose qui soit moins dans le formel d'une conférence ou d'une transmission livresque ou de choses de ce genre. Ça me stimule, ça me rend envieux de faire. Et je pensais, parce que je savais qu'on avait un peu parlé de transmission aujourd'hui, évidemment, je me suis dit, mais Pierre, tu as donné des choses, transmis, donné des valeurs, des réflexions, des supports, etc. Et je me dis, mais peut-être que je pourrais me transmettre à moi aussi. C'est-à-dire de refaire comme un ricochet par rapport à moi et me dire, parce que j'aborde la septantaine tout doucement, de me dire, ben voilà, peut-être que tout ce qui est si élégamment dit parfois, je pourrais comment me l'appliquer à moi-même, comment me transmettre à moi-même ce que j'ai reçu, comment aussi m'en faire bénéficier. Donc c'est une transmission un petit peu insolite parce qu'on a toujours l'envie de transmettre aux autres, mais je trouve que celle-ci est intéressante aussi d'essayer de poigner dedans moi aussi, puisque l'âge est là et vient de le faire pour moi-même. Voilà. Ouais. Mais je te posais cette question aussi parce que et je trouve que la figure de Mimoine dans ton histoire est très touchante. Je retrouve la relation entre Mimoine et toi, on la retrouve entre toi et les intervenants que nous sommes, les jeunes psychologues, les intervenants psychosociaux. On sent en tout cas chez toi le désir de nous porter, de nous envoyer, sans juger, de nous encourager. Et en tout cas, à ton contact, on se sent, on se déploie. Et c'est en ça que aussi je trouve que c'est important d'aborder ça. Alors, la transmission, elle se fait aussi d'une institution. Tu as l'ISPA, tu l'as créé, et puis tu l'as transmise aujourd'hui. Comment on transmet un service parce que c'est pas évident non plus, parce qu'on peut y rester tout en essayant de tirer les ficelles à distance, on peut quitter couper les ponts. Comment est-ce qu'on transmet finalement?
Euh, je, je pense qu'il y a une posture enfin, j'ose espérer, une forme d'humilité et de se dire qu'on n'est pas indispensable et que aussi, comment dire, et surtout, humilité, c'est dans le sens que, dans l'espoir, c'est le cas de le dire, que les choses ne restent pas en l'état. C'est-à-dire qu'elles puissent être réappropriées et transformées. Si je suis has-been un jour, c'est très bien, parce que ça voudrait dire que les choses se sont réappropriées, se sont retransformées et devenues autre chose. Donc c'est très bien. Donc si ça peut vivre autrement et d'une autre façon et dans un autre contexte, moi je suis très heureux de ça, de pouvoir imaginer ça en tout cas, oui. Oui. Et c'est le cas, donc je suis satisfait, je suis content. Pierre, mais merci infiniment pour cette belle Merci, rencontre, ce partage. merci Et à merci toi. aussi au nom de, je crois, tous les intervenants que tu as pu croiser, les psychologues, les assistants sociaux, infirmières. Merci aussi pour tout ce que tu nous transmets. Voilà. Je te remercie, Gilles. Merci à toi.